Tubule rénal, c'est un canicule biliaire. Et donc, effectivement, on va parler de la polykystose hépatique dans les formes de polykystose hépatique autosomique dominante ou hépatorénale autosomique dominante. Donc, la problématique, elle est la croissance qui est inattendue et tout à fait anormale des cellules biliaires, les cholangiocytes ou des glandes péribiliaires. Il y a une problématique embryonnaire. La plupart, alors ça, ce sont des données très macroscopiques, hein. On a parlé beaucoup de génétique et de liens entre le phénotype et la génétique. Mais là, ce sont des données très macroscopiques. Vous savez qu'à peu près 80% des patients qui ont des kystes rénaux vont développer des kystes hépatiques. Et ceci va évoluer avec le temps, car comme vous pouvez le voir, les kystes rénaux apparaissent avant les kystes hépatiques. Et nous, ce que l'on voit le plus comme patients, ce sont des patients qui ont entre 40 et 50 ans. On parle, donc les classifications Cadigo a repris la définition de la polykystose hépatique en disant chez les patients qui n'ont aucun antécédent familial de polykystose hépatorénale autosomique dominante ou de polykystose hépatique autosomique dominante, c'est l'existence de plus de 10 kystes hépatiques, voire 20 kystes sont les études. Si on a un antécédent de polykystose hépatorénale autosomique dominante, dès lors qu'on a un kyste hépatique, on parle de polykystose hépatique. Et si on a une histoire de polykystose hépatique autosomique dominante, familiale, si on a plus d'un kyste avant 40 ans ou plus de kyste après 40 ans, on parlera de polykystose hépatique. Ça, ce sont les nouvelles définitions. En tout cas, nous, en hépatologie, vous allez nous adresser des patients qui ont une polykystose hépatique symptomatique. Alors, c'est une minorité de vos patients, car 80% des patients vont être asymptomatiques. Néanmoins, des patients vont présenter une hémorragie intrakystique, une rupture de kyste, une infection. Je ne reviendrai pas sur cette complication qui est bien décrite dans Cadigo. Et puis surtout des compressions, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, avec des patients qui se plaignent de gêne, de douleurs abdominales, de dyspnée, de douleurs lombaires, de dénutrition, de sarcopénie. Il va y avoir aussi des compressions veineuses, donc des veines sus-hépatiques, de la veine porte avec parfois de l'acide, et puis des compressions également biliaires. Et ça, c'est ces patients que vous allez nous adresser avec parfois, il est difficile et on les voit parfois un peu tardivement parce que ces symptômes ne sont pas passés au premier plan. Et donc, il y a des questionnaires de qualité de vie qui existent pour bien identifier ces symptômes. Et nous, on se sert en fait dans nos consultations d'un des questionnaires. Il y en a deux, hein. Celui-ci, c'est le plus utilisé avec une traduction française. Il y a 16 questions qui sont qu'est-ce que vous avez ressenti dans le dernier mois concernant votre foie? La plénitude gastrique, la satiété précoce, le manque d'appétit, les nausées, la distension abdominale, l'oppression ou des douleurs costales, la dyspnée, les mobilités réduites, la limitation de l'activité sexuelle, l'asthénie, l'affectivité, l'altération de l'image de soi, l'anxiété. Donc, il y a 16 questions sur ces items. Et en fait, il va être déterminé dans quelle mesure cela vous a-t-il dérangé. Pas du tout, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Donc, le patient va effectivement nous rendre au décours de la consultation ce questionnaire. Et nous, ça va nous permettre d'avoir une certaine objectivité personnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, on va au fur et à mesure des consultations, avoir une évolution dans le temps de ces symptômes, parce que c'est des patients, hein, vous les voyez, ils ont une grande adaptabilité. Ne plus lasser ses chaussures, c'est pas vraiment un souci, hein. Ils mettent des mocassins, ne plus passer le balai, ben, de toute façon, on a pris l'aspirateur et maintenant, on ne se baisse plus. Et donc, ils disent, ben non, en fait, nous, on s'est adapté et ce n'est plus un problème. Or, c'est un véritable problème, parce que quand on réalise des examens un peu plus objectifs, et notamment l'imagerie, et les recommandations de Cadigo posent bien l'imagerie comme un élément important, et notamment si vous réalisez une IRM ou un scanner chez votre patient pour une raison rénale, et ben montez plus haut pour qu'on voit le foie. Et effectivement, ça va nous permettre d'évaluer les kystes et de réaliser une volumétrie. Alors, je pense que ce sera discuté tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. C'est pas simple la volumétrie. Quand vous demandez une IRM abdominopelvienne, hein, ou hépatique et que vous demandez une volumétrie, souvent on ne vous la fait pas. Si vous la demandez en ville, encore moins. Et donc, bah, nous, c'est important. Alors, vous verrez dans la plupart des essais cliniques, c'est un petit peu le gold standard et le endpoint pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Mais nous, on a aussi besoin pour le corréler, notamment aux symptômes, car un certain nombre d'études ont montré que le volume kystique hépatique est lié aux symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure. Alors, est-ce que, comme vous l'avez pour le rat, on parle de polykystose hépatique peu sévère, modérée, sévère? Alors, c'est corrélé au volume kystique, en tout cas, c'est ce qui est proposé, le volume kystique adapté ajusté pardon, à la taille. Et on dit que si ce volume kystique est inférieur à 1600 millilitres par mètre
c'est une polykystose peu sévère. Et si c'est supérieur à 3 litres de sang par mètre, c'est une polykystose sévère. Nous, on ne va pas parler de dysfonction d'organes. Je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais le foie, il fonctionne toujours très bien. Il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire, comme vous pouvez voir dans la polykystose rénale avec une diminution du DFG. Le foie, il va toujours être fonctionnel. On peut parler de volume, on peut le corréler aux symptômes, et ce qui sera important, c'est ce que va vivre le patient. Ce sont les symptômes qui vont conduire à la consultation. Ces symptômes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout des symptômes susmésocoliques. On a du mal à manger, on fractionne son alimentation. Clairement, quand on voit les patients en consultation avec le conjoint ou la conjointe, ils sont capables de nous dire que le bol alimentaire, il est de plus en plus réduit. On mange à 8 heures, 10 heures, midi, 16 heures, 18 heures, mais plus du tout les quantités d'avant. Et donc, ça va se lier effectivement à une dénutrition. Et nous, quand on a effectivement cette imagerie, quand on voit le patient en consultation, ce qu'on va regarder, c'est l'état des muscles et cet état de dénutrition. Alors, c'est pareil, là, on va parler encore de volumétrie. On va aller rechercher avec un logiciel, on va faire des coupes en passant par la vertèbre L3 et on va regarder en fait l'index musculaire squelettique et ça va nous donner un niveau de sarcopénie. Ça, c'est pareil en consultation, vous et moi, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire la volumétrie, on ne peut pas aller analyser cet index musculaire squelettique. Et donc, nous, ce que l'on fait est pathologue, parce qu'en fait, on fait ça chez nos patients qui ont une cirrhose. On va regarder en fait le diamètre, ce que je vous ai mis ici en vert et en rouge, le diamètre en fait transversal du muscle psoas sur une coupe qui passe par l'ombilique. Et nous, on a des cut-offs en fait pour nos patients cirrhotiques. Et donc, on l'adapte, en tout cas, on regarde son évolution sur les scanners chez nos patients qui ont une polykystose hépatique. Alors, on a parlé beaucoup de génétique ce matin. Nous, dans nos recommandations des pathologues qui ont été mis à jour en 2022 pour la prise en charge de la polykystose hépatique, on met la génétique complètement de côté. Quasiment, ça n'existe pas, ça n'a aucun impact. Ça a été dit tout à l'heure, hein, il y a 2 gènes principaux qui ont été, trouvés en 2003 et 2004, impliqués dans la polykystose hépatique autosomique dominante. Et on sait maintenant, en tout cas avec une étude qui est parue récemment dans Gastroentérologie, qui a repris des séries en fait, d'imagerie de patients avec des kystes hépatiques avec une génétique connue, des 2 principaux gènes, je crois qu'il y avait 10 ou 11 centres internationaux. Et c'était des patients qui avaient une première imagerie parce qu'ils avaient été pris en charge pour un symptôme d'ordre hépatique. Ça avait donc conduit à réaliser cette imagerie. On a corrélé en fait cette imagerie, ces symptômes avec la génétique, avec le sexe du patient, également son âge. Et ça a permis, avec une surveillance de l'imagerie, d'identifier des patients qui sont plus ou moins progresseurs rapides en termes de kystes hépatiques et surtout de symptômes hépatiques. Et ça, c'est très intéressant pour nous en tant que clinicien en consultation. Moi, hier, j'étais en consultation, j'avais 2 patients avec une polykystose, dont une dame avec une polykystose hépatique autosomique dominante, que je voyais pour la 3e fois parce qu'on a greffé son père pour une polykystose hépatique, autosomique dominante. Elle a 45 ans, elle n'a pas de symptômes, elle a eu une imagerie parce qu'elle souhaitait une imagerie, avec une imagerie de contrôle, et donc et avec de la génétique. Et ce qu'on a identifié sur la génétique, c'est qu'elle est sexe 63, c'est une femme, et donc elle a un score, en fait, un risque intermédiaire d'évolution. Elle a eu 2 examens d'imagerie. Je suis désolée, ça passe pas très bien avec 2 examens d'imagerie qui montrent en fait que l'évolution des volumes kystiques, ce n'est pas très important. Là, vous voyez, c'est le volume kystique hépatique adapté à la taille. Et en fait, on grade, soit il y a une évolution du volume kystique hépatique qui est inférieure à 3,3% sur 2 examens d'imagerie annuellement réalisés, soit entre 3,3 et 6,3%, soit supérieur à 6,6%. Et ça nous permet d'évaluer en fonction de la génétique, du phénotype et de l'évolution scanographique, comment il faut qu'on surveille ces patients. Et moi, je lui ai dit à cette patiente, je suis plutôt rassurée parce que, effectivement, là, sur ces différents examens, vous avez une évolution qui est plutôt lente. Et donc, ça m'a permis également, dans ma consultation, d'avoir aussi un discours rassurant pour une patiente qui était asymptomatique. Je vous remercie en tout cas de cette étude, en tout cas, ça repositionne un peu la génétique pour le foie. Alors, les stratégies thérapeutiques, c'est ce dont on doit parler aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce sont les patients symptomatiques.
on traite des patients symptomatiques. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que les traitements se positionnent. Et là, vous voyez hein, ces différents types de présentation de polykystose hépatique. Donc, soit plusieurs kystes de petite taille, mais dans tous les segments, soit un gros kyste plutôt périphérique, et c'est celui-ci qui est plus symptomatique, soit plusieurs kystes de grosse taille également périphériques, soit des kystes, mais qui sont que sur un foie, enfin en tout cas un lobe, ou alors vraiment une volumineuse polykystose sans segment sain. Et donc, effectivement, les différents traitements vont se positionner en fonction de la présentation clinique et scanographique ou par l'IRM. Alors, bien sûr, la première chose qu'on va leur dire chez une femme jeune, c'est on stoppe les œstrogènes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a effectivement encore des travaux à proposer, et notamment parce que ces femmes et leurs gynécologues vont nous demander, mais est-ce que je peux mettre un stérilet progestatif? Toutes ces questions, effectivement, nous sont posées. Et puis, les patients, ils ont besoin d'être actifs dans leur prise en charge. Et la première chose qu'ils nous demandent, mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Déjà, si on peut leur dire de stopper les œstrogènes, c'est une bonne chose. Concernant les régimes, effectivement, ils sont très demandeurs de quel régime. Et quand je vous ai entendu parler effectivement des associations de patients ou en tout cas des différents, je comprends mieux pourquoi ce type de questions nous reviennent régulièrement. En tout cas, si on parle des analogues de la somatostatine, alors nous, on a un pipeline thérapeutique médicamenteux beaucoup moins large qu'en néphrologie. On a les analogues de la somatostatine. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler comment ça joue sur le cholangiocyte. En tout cas, ça joue sur une activité antisécrétoire et antiproliférative. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Alors, au départ, donc, ce sont des injections sous-cutanées réalisées par le patient ou un infirmier à domicile tous les mois. C'est plutôt le lanréotide qui est actuellement utilisé. Lanréotide 120 mg ou 90 mg s'il y a des effets indésirables. Le principal effet indésirable, ce sont des troubles digestifs qui peuvent apparaître dans les quelques jours qui suivent l'injection. Mais après, ça diminue. Les patients le disent bien. Ces troubles diminuent avec le temps. Et donc, les essais ont compris l'évolution du volume kystique à 24 semaines ou à 48 semaines. Et le dernier essai, c'était 120 semaines, c'est-à-dire quasiment 3 ans. Et l'objectif, c'est la réduction du volume kystique hépatique, du volume hépatique. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas dans une dysfonction du foie, nous sommes dans un impact sur le volume qui a un impact sur les symptômes. Et ce qu'il en ressort, c'est oui, il y a un impact plutôt positif en termes de volume, mais probablement plutôt chez la femme jeune. C'est-à-dire que quand on propose chez une femme de moins de 48 ans, eh ben, il semblerait qu'on a un impact plus important que sur le reste de la population. Néanmoins, le endpoint, ça a toujours été le volume hépatique et en fonction des études, on ne retrouve pas tout à fait l'effet sur les symptômes. Ça, je crois que c'est vraiment important. On ne regarde pas une image, on regarde les symptômes. Et il y a des patients qui décrivent vraiment une efficacité symptomatique. Et quand on fait l'imagerie avec la volumétrie, on n'a pas un impact majeur. Alors, est-ce qu'il faut faut laisser le traitement? Je ne sais pas, ça, on n'a pas de réponse. La dernière étude, c'est quand même quasiment 3 ans avec un effet rémanent des analogues, probablement même à l'arrêt, en tout cas jusqu'à 4 mois post-arrêt. En tout cas, quand c'est bien toléré, pourquoi pas continuer. Et puis, peut-être le positionner, mais ça, je pense que ce sera l'objet d'autres études. Est-ce qu'il faut vraiment attendre de voir des patients très symptomatiques qui disent j'en peux plus? Puis là, vous les voyez sur une première consultation, vous n'allez pas leur parler tout de suite de la transplantation. Donc, vous proposez un traitement peut-être d'attente, peut-être de bridge, qui est l'analogue, mais peut-être le proposer un peu plus précocement. Ça veut dire aussi, nous, hépatologues, voir peut-être plus précocement ces patients. Alors, ce qu'il en est de l'aspiration et de la sclérothérapie, je vous l'ai dit, ce sont pour des kystes souvent uniques, de gros volumes. Les agents sclérosants, il y en a différents. Ça peut être fait notamment par alcoolisation. C'est assez efficace quand le kyste est unique et le patient est symptomatique de ce kyste unique. En ce qui concerne la fenestration, c'est une prise en charge chirurgicale. Elle peut être par voie laparoscopique ou par laparotomie. On est plutôt sur la voie laparoscopique. Alors, c'est pour des kystes également superficiels. Souvent, hein, le chirurgien se retrouve en fait avec plein de petites logettes. C'est pas si simple que ça comme geste. On a l'impression que ce sont des gros kystes uniques, mais en fait, il y a plein de logettes à l'intérieur. Et puis, il y a une récidive des symptômes qui survient dans 30% des cas, avec une morbidité qui est pas nulle, hein, qui est quand même de 30%. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, mais qui n'est quand même pas
si fréquent maintenant. Concernant l'hépatectomie partielle, c'est-à-dire le fait d'enlever une partie du foie, je vais vous prendre l'exemple d'une jeune patiente que j'ai vue en 2019 pour la première fois. C'est une patiente qui vient me voir en consultation. Elle a une polykystose hépatorénale autosomique dominante. Sa maman a été greffée du rein. Il y a toujours cet impact de l'histoire familiale où on nous rappelle effectivement la crainte de la greffe derrière. Elle a une douleur de l'hypochondre droit. Elle vient d'accoucher de ses deux derniers enfants. C'est une grossesse gémellaire par PMA et elle trouve que le volume kystique a grossi. Et sur l'imagerie, vous voyez, il y a un gros kyste. Il y en a plusieurs, mais il y a effectivement un assez gros kyste large. Et donc, elle a lu, elle s'est renseignée, elle a été informée, et donc, elle souhaite avoir un traitement par sclérothérapie. Et effectivement, on répond à sa demande. Elle va avoir une sclérothérapie de ce kyste de 9 cm du foie droit. Elle ne revient me voir que 2 ans après. Donc, ça a été assez efficace sur ses symptômes. 2 ans après, parce que là, en fait, elle n'en peut plus qu'on lui propose la caisse prioritaire au supermarché, d'aller s'habiller au rayon femme enceinte. Enfin, vous savez comme moi, c'est ce qui est décrit par toutes ces jeunes patientes. Et donc, cette gêne esthétique et puis également cette hyperesthésie, quand ses enfants viennent contre elle, ben, elle a mal, ça la gêne énormément. Et donc, on dispute. Là, vous voyez, le kyste, c'est pas complètement reconfectionné, il est beaucoup plus petit, il y a plusieurs kystes, et donc on discute des analogues. Elle me dit, j'ai pas envie parce qu'en fait, elle a un métier où elle a besoin d'être en représentation, et donc elle a peur des troubles digestifs, c'est sa crainte. Nous, on lui expose, hein, mais en tout cas, c'est sa crainte, donc elle veut pas, elle dit, bon ben non, j'en veux pas. 2023, je la revois, elle est toujours gênée. Elle fait plus d'activité physique et puis maintenant le Covid est passé par là, donc elle fait beaucoup de télétravail, elle a une position assise et elle me dit moi j'en peux plus, je suis obligée de me lever, enfin je suis très gênée, on connaît tous. Et elle me dit moi je veux absolument qu'on m'enlève une partie du foie. Je ne veux pas entendre parler de la greffe, docteur Roussel, j'ai 3 enfants en bas âge, je veux qu'on m'enlève une partie du foie. Donc, ce sont des dossiers qu'il faut discuter avec des chirurgiens expérimentés, qui ont l'habitude. Ça ne se, enfin, on va vraiment donc. Je vais voir mon équipe de chirurgie hépatobiliaire. Elle a une nouvelle imagerie, donc elle a une fonction rénale qui est normale. Donc elle va avoir un scanner injecté avec étude effectivement de la vascularisation des segments et elle va avoir une hépatectomie droite. Comme vous pouvez le voir, maintenant là, ce n'est plus le foie, mais c'est le tube digestif qui a pris la place. Hein, sur cette coupe-là, vous pouvez le voir aussi. Donc, reste tout le foie gauche, et puis là, il n'y a plus. Alors, on a répondu à cette demande, donc elle va avoir. Mais c'est sûr que le chirurgien lui a fait part aussi de toute la morbidité d'une telle intervention. Et effectivement, il va y avoir une fuite biliaire sur une rupture d'un kyste à gauche, une reprise au bloc opératoire à J5 avec une cellio. L'hospitalisation va être un peu plus prolongée que ce qu'elle aurait souhaité. Et quand on regarde effectivement la littérature, c'est ça. C'est-à-dire que la morbidité, c'est fuite biliaire dans 20% des cas, de l'acide dans 40% des cas, et qu'il faut effectivement une évaluation préopératoire. C'est l'équipe chirurgicale de Beaujon qui a beaucoup publié sur le sujet. Il ne faut pas avoir des voies de dérivation, c'est-à-dire des compressions veineuses qu'on peut être amené à voir là, par ces voies de dérivation. Il faut faire une vraie volumétrie du foie restant. Et bien sûr, arriver avec une fonction rénale normale et un bon état nutritionnel, c'est ce qui est plutôt garant d'une chirurgie qui peut bien se passer. Alors, cette patiente, ben, elle a vu le chirurgien, et les chirurgiens, c'est des gens très pragmatiques, et qui l'ont mis sous analogue, en disant, je vous mets sous analogue et vous reverrez le docteur Rousset. Après cette segmentectomie. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, parce que ça n'apparaît pas effectivement, mais est-ce que justement, là, c'est le traitement que je vous ai donné de manière très séquentielle. En fait, on peut être aussi dans une association où, et probablement ne pas attendre qu'elle soit encore de nouveau symptomatique pour lui proposer. Je vous dire. Alors la transplantation hépatique, hein, c'est un peu au bout du bout. Quand on reprend la littérature sur la transplantation hépatique pour la polykystose hépatorénale, dès le début de la transplantation. Et nous, c'est Thomas Starzl qui, en 90, publiait une première revue sur la transplantation hépatique chez des femmes avec polykystose hépatorénale. Et il parlait en fait de syndrome létal d'épuisement. C'est vraiment ça ce que l'on voit. Et on aimerait bien ne pas arriver jusque-là. Donc, il décrit effectivement la transplantation hépatique pour 4 femmes qui ne peuvent plus rien faire, ni travailler, ni faire le travail domestique.
1990. En tout cas, voilà. Donc, la transplantation hépatique, c'est effectivement dès lors qu'on a une polykystose hépatique symptomatique. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a ces questionnaires de qualité de vie, nous, qui nous aident, en tout cas en termes de questions aux patients, et puis de les interroger sur leurs symptômes. Et dès lors qu'ils ne sont pas accessibles à un traitement conservateur. Là, c'est une patiente, hein, donc vous voyez, elle est au bloc opératoire donc pour la greffe, et c'est ce volumineux kyste pour lequel ce foie kystique pour lequel on ne pouvait pas proposer autre chose. Et en plus, elle avait une indication de transplantation rénale associée. En tout cas, ces foies sont très volumineux, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est dans les bras du chirurgien, avec l'accord de la patiente qui a vu les photos. Et ça, c'est l'explantation. Vous savez, la transplantation hépatique, c'est une transplantation orthotopique. Donc, on enlève le foie pour repositionner le foie au même endroit. Bien sûr qu'on est obligé, nous, de l'enlever. C'est une chirurgie qui n'est pas si simple que ça, parce que, en fait, la chirurgie hépatique, c'est d'aller chercher le pédicule vasculaire, c'est surtout une chirurgie des vaisseaux. Donc, on imagine bien quand on a un foie qui pèse 10 kilos avec de gros kystes, hein, parce que c'était le poids de ce foie, eh ben, on peut être amené à couper pour l'enlever, ça saigne. Et donc, c'est une chirurgie qui peut être plus longue, et ceci est bien expliqué aux patients. En tout cas, quand on regarde en France quelle est la place en fait de la transplantation hépatique pour polykystose, vous savez, nous, nos patients, ils accèdent à la greffe hépatique en fonction de la gravité de la maladie du foie. C'est un score d'attribution qui est fait pour les patients qui ont une cirrhose. Plus la cirrhose est grave, plus ils accèdent rapidement à la greffe. C'est un principe d'équité. Donc forcément, nous, ce score n'est pas du tout adapté à une pathologie qui n'est pas une pathologie de cirrhose. Donc on a cet item autre pathologie. Vous voyez que en 2022, les patients qui ont été greffés, donc 120 nouveaux inscrits pardon, pour autres pathologies, ben, il y en a quasiment plus d'un tiers qui ont été greffés pour polykystose. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rare. En ce qui concerne leur accès à la greffe, on va donc demander à l'Agence de la biomédecine qui nous donne un nombre de points pour un accès à la greffe dans un délai raisonnable. On a revu en 2022 les délais. En tout cas, un patient qui a une polykystose hépatorénale autosomique dominante avec une indication de foie seul, pour lequel un traitement conservateur est inefficace ou ne peut pas être proposé, il aura le maximum de points en 12 mois. Ça veut dire qu'on peut dire à nos patients, vous allez arriver en haut de la liste dans 12 mois. Ça ne veut pas dire non plus grand-chose parce qu'on va être très sélectif en termes de qualité de greffon et en termes de matching, notamment d'âge, mais ça permet aussi d'avoir une projection et on le sait pour nos patients, c'est extrêmement important. Le délai va être raccourci à 6 mois si c'est un patient qui est en dialyse, donc il y a une indication de transplantation rénale associée. Donc pour vos patients qui sont en attente de transplantation rénale, c'est sûr que c'est un délai qui est relativement court, hein. Quand on les inscrit, ça va être 6 mois d'attente. Ce délai va être de 3 mois si on a une complication grave qui est le kyste hépatique surinfecté à germe multirésistant. Si on a des complications de paroi avec de l'acide persistante qu'on n'arrive pas à éradiquer. Si on a un patient qui est en attente de greffe rénale mais qui n'est pas encore dialysé. Et si on a une indication de retransplantation rénale. Et si on a un patient qui fait des infections de germes hépatiques, parce que ça, c'est une complication qui est rare, mais on en a quelques-uns et c'est des complications quand même très graves. Et je trouve que physiopathologiquement, c'est pas si clair que ça. Pourquoi certains patients vont faire ces infections de kystes variées dans le foie. On n'en a plus chez des patients immunodéprimés, hein, donc greffés rénaux. Néanmoins, ça peut arriver chez des patients qui ne sont pas greffés rénaux. Et donc là, on a raccourci le délai à 0 mois s'ils ont fait des infections à germes multirésistants de kystes hépatiques et qu'ils ont une indication de greffe rénale en plus. Donc c'est pour ça que parfois vos patients peuvent être greffés relativement vite quand ils sont inscrits. En tout cas, cette activité de transplantation, alors là, vous avez, ce sont les données de l'Agence de la biomédecine, donc ça s'arrête en 2022 parce que vous savez qu'il y a toujours un petit temps de latence pour avoir les données de l'année précédente. En tout cas, quand on regarde le nombre de patients en 2022 greffés du foie ou du foie rein pour polykystose, c'est à peu près 16 pour un foie seul et 23 pour un foie rein. Et depuis quelques années, ça reste relativement stable. Donc, quelque part aussi, les équipes apprennent à mieux poser l'indication, à mieux connaître cette pathologie. Voilà. En termes de résultats, en termes de survie post-transplantation, là, vous avez la courbe en bleu de transplantation hépatique seule, la courbe en vert de transplantation foie-rein. La survie à 1 an, elle est 92% pour un
une transplantation hépatique seule, 96,7 pour une transplantation combinée, et à 5 ans, 85 pour la transplantation hépatique seule et 91,5 pour la transplantation combinée. Voilà, donc pour conclure mon propos, je pense que ce qui est important, c'est tout, tout ce qu'on est, on voit ces patients, c'est bien d'arriver à nommer les symptômes, de voir ce qui est la part du foie, d'objectiver leur retentissement, probablement un adressage en hépatologie en fonction des symptômes à un moment où on peut mettre en place des traitements de manière un peu plus précoce. L'imagerie, si vous pensez au rein, pensez au foie. En tout cas, si le patient est symptomatique, il faut faire une imagerie avec la volumétrie et j'espère qu'on aura rapidement, que nous, on pourra aussi bénéficier de vos systèmes de volumétrie rapides, même en consultation. Que néanmoins, ces patients doivent être référés dans un centre d'expertise et notamment, vous l'avez vu, pour la chirurgie, pour l'indication de greffe, qu'il faut discuter des traitements conservateurs et même si on croit ou pas aux analogues, quelque part c'est quand même bien toléré et chez les patients chez qui ça marche, et ben, ça permet, et notamment les femmes jeunes quand ça marche, ben, ça permet d'aller plus tard à des traitements moins conservateurs. Que la transplantation hépatique, ben, c'est le traitement qui va traiter curativement cette polykystose. C'est plus simple quand effectivement il y a une indication de transplantation rénale, de poser l'indication de transplantation hépatique avec un volumineux foie. Mais quand on a un DFG un peu limite et qu'on est amené à mettre un foie seul, on sait bien que ça risque de précipiter la transplantation rénale. Et donc là, c'est le timing à discuter. Et puis, je sais que les associations de patients sont représentées et je voulais les remercier en tout cas du travail qu'ils font pour le soutien des patients et toutes les informations. Et c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, les psychologues, les diététiciens, l'activité physique adaptée. Et d'ailleurs, c'est bien notifié dans les nouvelles recommandations CADIGO. Et ça, on doit travailler tous ensemble pour cela. Merci.